À 4 heures précises, dans un silence presque irréel, le téléphone sécurisé se mit à vibrer. À cet instant, absolument personne n'était en mesure d'imaginer ce qui allait se jouer dans les 72 heures suivantes, ni que cet appel marquerait un tournant durable dans l'équilibre des forces entre Paris et Moscou pour les décennies à venir. Monsieur le ministre, la voix du général Thierry Burkhard, chef d'état-major des armées, trahissait une tension inhabituelle. Nous avons intercepté une communication en provenance du Kremlin. Vladimir Poutine doit faire une déclaration publique dans 2 heures, et vous êtes directement concerné. Le cornu resta muet quelques secondes, comme suspendu dans le temps. Ses doigts frappaient doucement la surface de son bureau en chaîne, un tic discret que seuls ses collaborateurs les plus proches savaient décoder. Le contenu comporte des menaces. Contre vous personnellement et contre la France, en lien avec notre aide militaire à l'Ukraine. C'est du sérieux. Puis, depuis Moscou, la scène bascula. Sur toutes les chaînes russes, Vladimir Poutine apparut. Costume sombre, impeccable, regard glacial, posture millimétrée d'un homme qui exerce le pouvoir absolu depuis un quart de siècle. Pourtant, ce matin-là, quelque chose clochait légèrement. Une infime tension dans la voix. Presque imperceptible, mais bien présente. Il prit la parole en russe. La France. Son débit était volontairement ralenti, presque théâtral, comme pour peser chaque mot. Le ministre français de la Défense, Sébastien Lecornu, semble convaincu qu'il peut provoquer la Russie sans en payer le prix. Il marqua un arrêt parfait. À 4 heures précises, dans un silence presque irréel, le téléphone sécurisé se mit à vibrer. À cet instant, absolument personne n'était en mesure d'imaginer ce qui allait se jouer dans les 72 heures suivantes, ni que cet appel marquerait un tournant durable dans l'équilibre des forces entre Paris et Moscou pour les décennies à venir. Monsieur le ministre, la voix du général Thierry Burkhard, chef d'état-major des armées, trahissait une tension inhabituelle. Nous avons intercepté une communication en provenance du Kremlin. Vladimir Poutine doit faire une déclaration publique dans 2 heures, et vous êtes directement concerné. Le cornu resta muet quelques secondes, comme suspendu dans le temps. Ses doigts frappaient doucement la surface de son bureau en chaîne, un tic discret que seuls ses collaborateurs les plus proches savaient décoder. Le contenu comporte des menaces. Contre vous personnellement et contre la France, en lien avec notre aide militaire à l'Ukraine. C'est du sérieux. Puis, depuis Moscou, la scène bascula. Sur toutes les chaînes russes, Vladimir Poutine apparut. Costume sombre, impeccable, regard glacial, posture millimétrée d'un homme qui exerce le pouvoir absolu depuis un quart de siècle. Pourtant, ce matin-là, quelque chose clochait légèrement. Une infime tension dans la voix. Presque imperceptible, mais bien présente. Il prit la parole en russe. La France. Son débit était volontairement ralenti, presque théâtral, comme pour peser chaque mot. Le ministre français de la Défense, Sébastien Lecornu, semble convaincu qu'il peut provoquer la Russie sans en payer le prix. Il marqua un arrêt, parfaitement maîtrisé. Des armes sont expédiées vers Kiev. Des militaires ukrainiens sont formés. Et il s'imagine que la distance les met à l'abri. Puis la phrase tomba nette, sans détour. Qu'il soit clair pour Monsieur Lecornu que la Russie n'oublie rien. Chaque 6 heures, chaque missile, chaque centime destiné à l'Ukraine sera inscrit dans nos comptes. La France s'engage dans un jeu périlleux, extrêmement périlleux. À peine ces mots diffusés, les experts du monde entier se mirent à décortiquer le discours. Il était exceptionnel que Poutine désigne nommément un responsable étranger. Et ce détail, à lui seul, portait un message lourd de sens. À Paris, l'Élysée réagit immédiatement en convoquant une cellule de crise. Emmanuel Macron, Lecornu, la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna, ainsi que les responsables du renseignement étaient réunis. « La tension est palpable. Il cherche à t'isoler », déclara Macron en fixant son ministre. « Te présenter comme celui qui met le pays en danger, c'est une vieille méthode héritée du KGB. » Lecornu acquiesça lentement. « Je le sais, mais il a fait une erreur stratégique. Il me croit plus fragile que je ne le suis. Il s'attend à ce que je recule, que je m'excuse, que je réduise notre soutien à l'Ukraine. Il se trompe. » Catherine Colonna prit alors la parole avec prudence. « Sébastien, réfléchis bien.
Une confrontation verbale avec Poutine peut dégénérer. Il dispose de nombreux leviers. Cyberattaque, campagne de désinformation, démonstration militaire. Lecornu se leva sans répondre immédiatement et s'approcha de la grande carte de l'Europe accrochée au mur. Son regard se posa sur l'Ukraine, meurtrie après 3 années d'un conflit brutal. Catherine, avec tout le respect que je te dois, c'est précisément cette peur qui lui a permis d'avancer sans résistance pendant des années. En 2008, la Géorgie. La peur. En 2014, la Crimée. Encore la peur. Le Donbass. Toujours la peur. Aujourd'hui, c'est toute l'Ukraine. À quel moment décide-t-on d'arrêter de reculer? Un silence lourd envahit la pièce. Macron observait son ministre avec un mélange d'admiration et d'inquiétude, conscient que lorsqu'il adoptait cette détermination froide, rien ni personne ne pouvait le faire dévier de sa trajectoire. « Quelle est ton option ?» lança le président sans détour. La réponse ne passa ni par les codes diplomatiques, ni par les précautions politiques. Elle fut directe, presque brutale. Nous avons engagé 3 milliards d'euros d'aide militaire pour l'Ukraine. Je veux porter ce chiffre à 6 milliards et l'annoncer publiquement sous 48 heures. Face à cette proposition, l'un des conseillers manqua de s'étrangler. Sébastien, c'est irréaliste. Le budget ne suivra jamais. Mais Lecornu ne broncha pas. Au contraire, j'ai passé la nuit à vérifier chaque ligne. On mobilise les intérêts des fonds russes gelés. On accélère la livraison d'équipements déjà destinés à être remplacés. Et on renforce les commandes auprès de notre industrie de défense. Résultat, on soutient Kiev et on crée des emplois chez nous. Macron resta silencieux, les mains jointes devant lui, plongé dans ses calculs. « C'est dangereux », finit-il par dire. « Non, c'est indispensable », répondit Lecornu sans hésitation. Poutine nous teste parce qu'il nous imagine divisés, fragiles, incapables de tenir une ligne claire. Il faut lui prouver le contraire, pas avec des discours, mais avec des décisions concrètes. Le président leva les yeux puis trancha. « Très bien, mais tu pilotes tout. 0 fuite. Une préparation irréprochable. Et le jour J, aucune faille. » Les 36 heures qui suivirent furent presque irréelles. Lecornu entra dans ce que son entourage appelait son mode guerre. Concentration totale, aucun relâchement, contrôle de chaque détail. Pendant que son équipe s'activait, il orchestrait 3 fronts à la fois. Définir précisément les équipements à livrer, bâtir un montage financier solide et concevoir une communication capable de transformer une menace russe en démonstration de force française. La veille de l'annonce, à 23h30, son téléphone sonna. Bruno Le Maire, ancien mentor, était à l'autre bout du fil. « Sébastien, je commence à entendre des choses. Dis-moi que tu vas pas franchir cette ligne. »« Tu sais que je ne peux pas parler des dossiers en cours, » répondit-il calmement. « Ce n'est pas un dossier, c'est une bombe politique. Défier Poutine publiquement. Tu sais très bien comment ça se termine pour certains. » Un silence s'installa. Puis Lecornu répondit d'une voix posée mais ferme. « Bruno, tu m'as appris quelque chose il y a longtemps, quand j'avais 19 ans. Tu m'as dit qu'en politique, il y a ceux qui parlent de principes et ceux qui les défendent réellement. Il y a ceux qui bâtissent leur parcours et ceux qui laissent une trace dans l'histoire. » Le lendemain, Lecornu avait déjà choisi son camp. Dans la salle, un mélange inhabituel. Responsables français, observateurs européens, représentants américains et même quelques journalistes russes exilés. L'air était chargé, presque électrique. Chacun pressentait qu'un moment décisif se préparait. Le ministre s'avança vers le pupitre, sans aucun support, sans texte préparé, seulement une conviction froide. « Mesdames et messieurs », sa voix résonna avec netteté dans un silence total. « Il y a 2 jours, le président russe a jugé utile de prononcer mon nom, accompagné de menaces visant la France et ma personne. Aujourd'hui, je suis ici pour lui répondre. » Immédiatement, les journalistes se penchèrent, conscients d'assister à quelque chose d'inhabituel. À 4 heures précises, dans un silence presque irréel, le téléphone sécurisé se mit à vibrer. À cet instant, absolument personne n'était en mesure d'imaginer ce qui allait se jouer dans les 72 heures suivantes, ni que cet appel marquerait un tournant durable dans l'équilibre des forces entre Paris et Moscou pour les décennies à venir.
Monsieur le ministre, la voix du général Thierry Burkhard, chef d'état-major des armées, trahissait une tension inhabituelle. Nous avons intercepté une communication en provenance du Kremlin. Vladimir Poutine doit faire une déclaration publique dans 2 heures, et vous êtes directement concerné. Le cornu resta muet quelques secondes, comme suspendu dans le temps. Ses doigts frappaient doucement la surface de son bureau en chaîne, un tic discret que seuls ses collaborateurs les plus proches savaient décoder. Le contenu comporte des menaces. Contre vous personnellement et contre la France, en lien avec notre aide militaire à l'Ukraine. C'est du sérieux. Puis, depuis Moscou, la scène bascula. Sur toutes les chaînes russes, Vladimir Poutine apparut, costume sombre, impeccable, regard. À 4 heures précises, dans un silence presque irréel, le téléphone sécurisé se mit à vibrer. À cet instant, absolument personne n'était en mesure d'imaginer ce qui allait se jouer dans les 72 heures suivantes, ni que cet appel marquerait un tournant durable dans l'équilibre des forces entre Paris et Moscou pour les décennies à venir. Monsieur le ministre, la voix du général Thierry Burkhard, chef d'état-major des armées, trahissait une tension inhabituelle. Nous avons intercepté une communication en provenance du Kremlin. Vladimir Poutine doit faire une déclaration publique dans 2 heures, et vous êtes directement concerné. Le cornu resta muet quelques secondes, comme suspendu dans le temps. Ses doigts frappaient doucement la surface de son bureau en chaîne, un tic discret que seuls ses collaborateurs les plus proches savaient décoder. Le contenu comporte des menaces. Contre vous personnellement et contre la France, en lien avec notre aide militaire à l'Ukraine. C'est du sérieux. Puis, depuis Moscou, la scène bascula. Sur toutes les chaînes russes, Vladimir Poutine apparut, costume sombre, impeccable, regard glacial, posture millimétrée d'un homme qui exerce le pouvoir absolu depuis un quart de siècle. Pourtant, ce matin-là, quelque chose clochait légèrement. Une infime tension dans la voix, presque imperceptible mais bien présente. Il prit la parole en russe. La France. Son débit était volontairement ralenti, presque théâtral, comme pour peser chaque mot. Le ministre français de la Défense, Sébastien Lecornu, semble convaincu qu'il peut provoquer la Russie sans en payer le prix. Il marqua un arrêt, parfaitement maîtrisé. Des armes sont expédiées vers Kiev. Des militaires ukrainiens sont formés. Et il s'imagine que la distance les met à l'abri. Puis la phrase tomba nette, sans détour. Qu'il soit clair pour M. Lecornu que la Russie n'oublie rien. Chaque 6 heures, chaque missile, chaque centime destiné à l'Ukraine sera inscrit dans nos comptes. La France s'engage dans un jeu périlleux, extrêmement périlleux. À peine ces mots diffusés, les experts du monde entier se mirent à décortiquer le discours. Il était exceptionnel que Poutine désigne nommément un responsable étranger. Et ce détail, à lui seul, portait un message lourd de sens. À Paris, l'Élysée réagit immédiatement en convoquant une cellule de crise. Emmanuel Macron, Lecornu, la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna, ainsi que les responsables du renseignement étaient réunis. « La tension est palpable. Il cherche à t'isoler », déclara Macron en fixant son ministre. « Te présenter comme celui qui met le pays en danger, c'est une vieille méthode héritée du KGB. » Lecornu acquiesça lentement. « Je le sais, mais il a fait une erreur stratégique. Il me croit plus fragile que je ne le suis. Il s'attend à ce que je recule, que je m'excuse, que je réduise notre soutien à l'Ukraine. Il se trompe. » Catherine Colonna prit alors la parole avec prudence. « Sébastien, réfléchis bien. Une confrontation verbale avec Poutine peut dégénérer. Il dispose de nombreux leviers. Cyberattaque, campagne de désinformation, démonstration militaire. » Lecornu se leva sans répondre immédiatement et s'approcha de la grande carte de l'Europe accrochée au mur. Son regard se posa sur l'Ukraine, meurtrie après 3 années d'un conflit brutal. « Catherine, avec tout le respect que je te dois, c'est précisément cette peur qui lui a permis d'avancer sans résistance pendant des années. En 2008, la Géorgie. La peur. En 2014, la Crimée. Encore la peur. Le Donbass. Toujours la peur. Aujourd'hui, c'est toute l'Ukraine. À quel moment décide-t-on d'arrêter de reculer? » Un silence lourd envahit la pièce. Macron observait son ministre avec un mélange d'admiration et d'inquiétude.
conscient que lorsqu'il adoptait cette détermination froide, rien ni personne ne pouvait le faire dévier de sa trajectoire. « Quelle est ton option? » lança le président sans détour. La réponse ne passa ni par les codes diplomatiques, ni par les précautions politiques. Elle fut directe, presque brutale. Nous avons engagé 3 milliards d'euros d'aide militaire pour l'Ukraine. Je veux porter ce chiffre à 6 milliards et l'annoncer publiquement sous 48 heures. Face à cette proposition, l'un des conseillers manqua de s'étrangler. « Sébastien, c'est irréaliste. Le budget ne suivra jamais. » Mais le cornu ne broncha pas. « Au contraire, j'ai passé la nuit à vérifier chaque ligne. On mobilise les intérêts des fonds russes gelés. On accélère la livraison d'équipements déjà destinés à être remplacés. Et on renforce les commandes auprès de notre industrie de défense. Résultat, on soutient Kiev et on crée des emplois chez nous. » Macron. À 4 heures précises, dans un silence presque irréel, le téléphone sécurisé se mit à vibrer. À cet instant, absolument personne n'était en mesure d'imaginer ce qui allait se jouer dans les 72 heures suivantes, ni que cet appel marquerait un tournant durable dans l'équilibre des forces entre Paris et Moscou pour les décennies à venir. « Monsieur le ministre, » la voix du général Thierry Burkhard, chef d'état-major des armées, trahissait une tension inhabituelle. « Nous avons intercepté une communication en provenance du Kremlin. Vladimir Poutine doit faire une déclaration publique dans 2 heures, et vous êtes directement concerné. » Le cornu resta muet quelques secondes, comme suspendu dans le temps. Ses doigts frappaient doucement la surface de son bureau en chaîne, un tic discret que seuls ses collaborateurs les plus proches savaient décoder. Le contenu comporte des menaces. Contre vous personnellement et contre la France, en lien avec notre aide militaire à l'Ukraine. C'est du sérieux. Puis, depuis Moscou, la scène bascula. Sur toutes les chaînes russes, Vladimir Poutine apparut. Costume sombre, impeccable, regard glacial, posture millimétrée d'un homme qui exerce le pouvoir absolu depuis un quart de siècle. Pourtant, ce matin-là, quelque chose clochait légèrement. Une infime tension dans la voix. Presque imperceptible, mais bien présente. Il prit la parole en russe. La France. Son débit était volontairement ralenti. À 4 heures précises, dans un silence presque irréel, le téléphone sécurisé se mit à vibrer. À cet instant, absolument personne n'était en mesure d'imaginer ce qui allait se jouer dans les 72 heures suivantes, ni que cet appel marquerait un tournant durable dans l'équilibre des forces entre Paris et Moscou pour les décennies à venir. « Monsieur le ministre, » la voix du général Thierry Burkhard, chef d'état-major des armées, trahissait une tension inhabituelle. « Nous avons intercepté une communication en provenance du Kremlin. Vladimir Poutine doit faire une déclaration publique dans 2 heures, et vous êtes directement concerné. » Le cornu resta muet quelques secondes, comme suspendu dans le temps. Ses doigts frappaient doucement la surface de son bureau en chaîne, un tic discret que seuls ses collaborateurs les plus proches savaient décoder. Le contenu comporte des menaces. Contre vous personnellement et contre la France, en lien avec notre aide militaire à l'Ukraine. C'est du sérieux. Puis, depuis Moscou, la scène bascula. Sur toutes les chaînes russes, Vladimir Poutine apparut. Costume sombre, impeccable, regard glacial, posture millimétrée d'un homme qui exerce le pouvoir absolu depuis un quart de siècle. Pourtant, ce matin-là, quelque chose clochait légèrement. Une infime tension dans la voix. Presque imperceptible, mais bien présente. Il prit la parole en russe. La France. Son débit était volontairement ralenti, presque théâtral, comme pour peser chaque mot. Le ministre français de la Défense, Sébastien Lecornu, semble convaincu qu'il peut provoquer la Russie sans en payer le prix. Il marqua un arrêt, parfaitement maîtrisé. Des armes sont expédiées vers Kiev. Des militaires ukrainiens sont formés. Et il s'imagine que la distance les met à l'abri. Puis la phrase tomba nette, sans détour. Qu'il soit clair pour Monsieur Lecornu que la Russie n'oublie rien. Chaque 6 heures, chaque missile, chaque centime destiné à l'Ukraine sera inscrit dans nos comptes. La France s'engage dans un jeu périlleux, extrêmement périlleux. À peine ces mots diffusés, les experts du monde entier se mirent à décortiquer le discours. Il était exceptionnel que Poutine désigne nommément un responsable étranger. Et ce détail, à lui seul, portait un message lourd de sens.
À Paris, l'Élysée réagit immédiatement en convoquant une cellule de crise. Emmanuel Macron, Le Cornu, la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna, ainsi que les responsables du renseignement étaient réunis. « La tension est palpable. Ils cherchent à t'isoler », déclara Macron en fixant son ministre. Te présenter comme celui qui met le pays en danger, c'est une vieille méthode héritée du KGB. Le Cornu acquiesça lentement. « Je le sais, mais il a fait une erreur stratégique. Il me croit plus fragile que je ne le suis. Il s'attend à ce que je recule, que je m'excuse, que je réduise notre soutien à l'Ukraine. Il se trompe. » Catherine Colonna prit alors la parole avec prudence. « Sébastien, réfléchis bien. Une confrontation verbale avec Poutine peut dégénérer. Il dispose de nombreux leviers. Cyberattaque, campagne de désinformation, démonstration militaire. » Le Cornu se leva sans répondre immédiatement et s'approcha de la grande carte de l'Europe accrochée au mur. Son regard se posa sur l'Ukraine, meurtrie après 3 années d'un conflit brutal. « Catherine, avec tout le respect que je te dois, c'est précisément cette peur qui lui a permis d'avancer sans résistance pendant des années. En 2008, la Géorgie. La peur. En 2014, la Crimée. Encore la peur. Le Donbass. Toujours la peur. Aujourd'hui, c'est toute l'Ukraine. À quel moment décide-t-on d'arrêter de reculer? » Un silence lourd envahit la pièce. Macron observait son ministre avec un mélange d'admiration et d'inquiétude, conscient que lorsqu'il adoptait cette détermination froide, rien ni personne ne pouvait le faire dévier de sa trajectoire. « Quelle est ton option? » lança le président sans détour. La réponse ne passa ni par les codes diplomatiques, ni par les précautions politiques. Elle fut directe, presque brutale. Nous avons engagé 3 milliards d'euros d'aide militaire pour l'Ukraine. Je veux porter ce chiffre à 6 milliards et l'annoncer publiquement sous 48 heures. Face à cette proposition, l'un des conseillers manqua de s'étrangler. « Sébastien, c'est irréaliste. Le budget ne suivra jamais. » Mais Le Cornu ne broncha pas. « Au contraire, j'ai passé la nuit à vérifier chaque ligne. On mobilise les intérêts des fonds russes gelés. On accélère la livraison d'équipements déjà destinés à être remplacés. Et on renforce les commandes auprès de notre industrie de défense. Résultat, on soutient Kiev et on crée des emplois chez nous. » Macron resta silencieux, les mains jointes devant lui, plongé dans ses calculs. « C'est dangereux, » finit-il par dire. « Non, c'est indispensable, » répondit Le Cornu sans hésitation. Poutine nous teste parce qu'il nous imagine divisés, fragiles, incapables de tenir une ligne claire. Il faut lui prouver le contraire, pas avec des discours, mais avec des décisions concrètes. Le président leva les yeux puis trancha. « Très bien, mais tu pilotes tout. 0 fuite. Une préparation irréprochable. Et le jour J... » À 4 heures précises, dans un silence presque irréel, le téléphone sécurisé se mit à vibrer. À cet instant, absolument personne n'était en mesure d'imaginer ce qui allait se jouer dans les 72 heures suivantes, ni que cet appel marquerait un tournant durable dans l'équilibre des forces entre Paris et Moscou pour les décennies à venir. « Monsieur le ministre », la voix du général Thierry Burkhardt, chef d'état-major des armées, trahissait une tension inhabituelle. « Nous avons intercepté une communication en provenance du Kremlin. Vladimir Poutine doit faire une déclaration publique dans 2 heures. Et vous êtes directement concerné. » Le Cornu resta muet quelques secondes, comme suspendu dans le temps. Ses doigts frappaient doucement la surface de son bureau en chaîne, un tic discret que seuls ses collaborateurs les plus proches savaient découvrir. À 4 heures précises, dans un silence presque irréel, le téléphone sécurisé se mit à vibrer. À cet instant, absolument personne n'était en mesure d'imaginer ce qui allait se jouer dans les 72 heures suivantes, ni que cet appel marquerait un tournant durable dans l'équilibre des forces entre Paris et Moscou pour les décennies à venir. « Monsieur le ministre », la voix du général Thierry Burkhardt, chef d'état-major des armées, trahissait une tension inhabituelle. « Nous avons intercepté une communication en provenance du Kremlin. Vladimir Poutine doit faire une déclaration publique dans 2 heures, et vous êtes directement concerné. » Le Cornu resta muet quelques secondes, comme suspendu dans le temps. Ses doigts frappaient doucement la surface de son bureau en chaîne, un tic discret que seuls ses collaborateurs les plus proches savaient décoder. Le contenu comporte des menaces, contre vous personnellement, et contre la France, en lien avec notre aide militaire à l'Ukraine. C'est du sérieux.
Puis, depuis Moscou, la scène bascula. Sur toutes les chaînes russes, Vladimir Poutine apparut. Costume sombre, impeccable, regard glacial, posture millimétrée d'un homme qui exerce le pouvoir absolu depuis un quart de siècle. Pourtant, ce matin-là, quelque chose clochait légèrement. Une infime tension dans la voix, presque imperceptible mais bien présente. Il prit la parole en russe. La France. Son débit était volontairement ralenti, presque théâtral, comme pour peser chaque mot. Le ministre français de la Défense, Sébastien Lecornu, semble convaincu qu'il peut provoquer la Russie sans en payer le prix. Il marqua un arrêt, parfaitement maîtrisé. Des armes sont expédiées vers Kiev. Des militaires ukrainiens sont formés. Et il s'imagine que la distance les met à l'abri. Puis la phrase tomba nette, sans détour. Qu'il soit clair pour M. Lecornu que la Russie n'oublie rien. Chaque 6 heures, chaque missile, chaque centime destiné à l'Ukraine sera inscrit dans nos comptes. La France s'engage dans un jeu périlleux, extrêmement périlleux. À peine ces mots diffusés, les experts du monde entier se mirent à décortiquer le discours. Il était exceptionnel que Poutine désigne nommément un responsable étranger. Et ce détail, à lui seul, portait un message lourd de sens. À Paris, l'Élysée réagit immédiatement en convoquant une cellule de crise. Emmanuel Macron, Lecornu, la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna, ainsi que les responsables du renseignement étaient réunis. « La tension est palpable. Il cherche à t'isoler », déclara Macron en fixant son ministre. « Te présenter comme celui qui met le pays en danger, c'est une vieille méthode héritée du KGB. » Lecornu acquiesça lentement. « Je le sais, mais il a fait une erreur stratégique. Il me croit plus fragile que je ne le suis. Il s'attend à ce que je recule, que je m'excuse, que je réduise notre soutien à l'Ukraine. Il se trompe. » Catherine Colonna prit alors la parole avec prudence. « Sébastien, réfléchis bien. Une confrontation verbale avec Poutine peut dégénérer. Il dispose de nombreux leviers. Cyberattaque, campagne de désinformation, démonstration militaire. » Lecornu se leva sans répondre immédiatement et s'approcha de la grande carte de l'Europe accrochée au mur. Son regard se posa sur l'Ukraine, meurtrie après 3 années d'un conflit brutal. « Catherine, avec tout le respect que je te dois, c'est précisément cette peur qui lui a permis d'avancer sans résistance pendant des années. En 2008, la Géorgie. La peur. En 2014, la Crimée. Encore la peur. Le Donbass. Toujours la peur. Aujourd'hui, c'est toute l'Ukraine. À quel moment décide-t-on d'arrêter de reculer? » Un silence lourd envahit la pièce. Macron observait son ministre avec un mélange d'admiration et d'inquiétude, conscient que lorsqu'il adoptait cette détermination froide, rien ni personne ne pouvait le faire dévier de sa trajectoire. « Quelle est ton option? » lança le président sans détour. La réponse ne passa ni par les codes diplomatiques, ni par les précautions politiques. Elle fut directe, presque brutale. Nous avons engagé 3 milliards d'euros d'aide militaire pour l'Ukraine. Je veux porter ce chiffre à 6 milliards et l'annoncer publiquement sous 48 heures. Face à cette proposition, l'un des conseillers manqua de s'étrangler. « Sébastien, c'est irréaliste. Le budget ne suivra jamais. » Mais Lecornu ne broncha pas. « Au contraire, j'ai passé la nuit à vérifier chaque ligne. On mobilise les intérêts des fonds russes gelés. On accélère la livraison d'équipements déjà destinés à être remplacés. Et on renforce les commandes auprès de notre industrie de défense. Résultat, on soutient Kiev et on crée des emplois chez nous. » Macron resta silencieux, les mains jointes devant lui, plongé dans ses calculs. « C'est dangereux, » finit-il par dire. « Non, c'est indispensable, » répondit Lecornu sans hésitation. « Poutine nous teste parce qu'il nous imagine divisés, fragiles, incapables de tenir une ligne claire. Il faut lui prouver le contraire, pas avec des discours, mais avec des décisions concrètes. » Le président leva les yeux puis trancha. « Très bien, mais tu pilotes tout. 0 fuite. Une préparation irréprochable. Et le jour J, aucune faille. » Les 36 heures qui suivirent furent presque irréelles. Lecornu entra dans ce que son entourage appelait son mode guerre. Concentration totale, aucun relâchement, contrôle de chaque détail. Pendant que son équipe s'activait, il orchestrait 3 fronts à la fois.
définir précisément les équipements à livrer, bâtir un montage financier solide et concevoir une communication capable de transformer une menace russe en démonstration de force française. La veille de l'annonce, à 23h30, son téléphone sonna. Bruno Le Maire, ancien mentor, était à l'autre bout du fil. « Sébastien, je commence à entendre des choses. Dis-moi que tu vas pas franchir cette ligne. »« Tu sais que je ne peux pas parler des dossiers en cours, » répondit-il calmement. « Ce n'est pas un dossier, c'est une bombe politique. Défier Poutine publiquement. Tu sais très bien comment ça se termine pour certains. » Un silence s'installa. Puis le cornu répondit d'une voix posée mais ferme. « Bruno, tu m'as appris quelque chose il y a longtemps, quand j'avais 19 ans. Tu m'as dit qu'en politique, il y a ceux qui parlent de principes et ceux qui les défendent réellement. Il y a ceux qui bâtissent leur parcours et ceux qui laissent une trace dans l'histoire. » Le lendemain, le cornu avait déjà choisi son camp. Dans la salle, un mélange inhabituel. Responsables français, observateurs européens, représentants américains et même quelques journalistes russes exilés. L'air était chargé, presque électrique. Chacun pressentait qu'un moment décisif se préparait. Le ministre s'avança vers le pupitre sans aucun support, sans texte préparé, seulement une conviction froide. « Mesdames et messieurs », sa voix résonna avec netteté dans un silence total. « Il y a 2 jours, le président russe a jugé utile de prononcer mon nom accompagné de menaces visant la France et ma personne. Aujourd'hui, je suis ici pour lui répondre. » Immédiatement, les journalistes se penchèrent, conscients d'assister à quelque chose d'inhabituel. Une adresse publique directe à Vladimir Poutine. Monsieur Poutine pense que la menace impressionne, qu'elle fige, qu'elle fait reculer. Il se trompe lourdement. Chaque pression exercée par la Russie ne fera que renforcer notre engagement aux côtés de l'Ukraine. Il marqua une pause, laissant ces mots s'imposer. En conséquence, la France double dès aujourd'hui son soutien militaire. Nous passons de 3 à 6 milliards d'euros. La salle vacilla presque sous l'effet de l'annonce. Murmures, regards échangés, surprise à peine contenue. Le détail du plan suivit, implacable. 518 canons César flambant neufs, davantage que l'arsenal national lui-même. Des milliers d'obus de 155 mm, des drones de reconnaissance, des missiles Excalibur, des systèmes anti-aériens, des blindés et surtout la formation continue de milliers de soldats ukrainiens sur le territoire français. Après une brève gorgée d'eau, le cornu reprit, plus incisif encore. « Vous avez affirmé que la Russie n'oublie jamais, monsieur Poutine. Permettez-moi de rafraîchir certaines mémoires, car la France non plus n'efface pas son passé. Nous nous souvenons de 1812, lorsque vos ancêtres affrontaient Napoléon pour survivre. Nous nous souvenons de 1914 à 1919, quand nos 2 nations combattaient côte à côte contre l'impérialisme allemand. Nous nous souvenons de 1944, lorsque les soldats soviétiques ont participé à libérer l'Europe du nazisme. » Sa voix se durcit. « Mais nous n'avons pas non plus oublié Budapest, ni Vilnius. » Le silence devint absolu. Certains journalistes avaient cessé d'écrire, comme suspendus, conscients d'assister à un moment qui dépasserait l'instant présent. Vous croyez vraiment qu'en citant un ministre français et en brandissant des menaces, vous allez nous faire plier? C'est une erreur de jugement majeure. Chaque pression que vous exercez se transformera en soutien supplémentaire à l'Ukraine. Chaque tentative d'intimidation ne fera que durcir notre détermination. Le cornu se pencha légèrement vers le micro, le regard fixe. Que ce soit parfaitement clair, la France ne cédera rien. Ni un centime, ni un euro, ni la moindre capacité militaire. Puis il enchaîna presque défiant. Vous cherchez un rapport de force? Regardez-le. Notre industrie de défense produit désormais en série au-delà même de nos propres besoins. Des milliers d'obus sortent chaque mois de nos chaînes. Nos usines fonctionnent jour et nuit. Voilà ce qu'est en train de devenir l'économie de guerre européenne. Et ce n'est que le début. Il releva légèrement la tête comme pour conclure. Alors, monsieur Poutine, si vous pensiez qu'en visant un ministre français vous modifieriez notre trajectoire, vous venez d'apprendre le contraire. Vous n'avez pas affaibli notre volonté. Vous l'avez renforcée.
La salle éclata instantanément. Une avalanche de questions surgissant de toutes parts, mais le cornu ne s'attarda pas. Il quitta la tribune sans répondre, laissant ses mots résonner dans l'air. En moins d'une demi-heure, ces déclarations faisaient déjà le tour du globe. Les titres s'enflammèrent. Le Figaro parlait d'une confrontation frontale. CNN évoquait un défi lancé à Moscou. D'autres résumaient d'une formule simple: chaque menace russe entraîne plus d'armes pour Kiev. Mais une interrogation dominait toutes les autres. Quelle serait la réaction du Kremlin? Elle arriva plus vite que prévu. À peine 6 heures plus tard, Dmitri Peskov convoquait en urgence la presse à Moscou. Visiblement tendu, il se dénonça « des propos irresponsables » et « une provocation inacceptable », assurant que la Russie réagirait pour défendre ses intérêts. Pourtant, derrière les mots, quelque chose avait changé. Le ton n'était plus celui de